Excellence, vous êtes né au début du siècle à Bandiagara au Mali. Vous avez été l'élève du célèbre maître religieux Thierno Bokar de Bandiagara du pays des Dogons. Vous avez été ministre plénipotentiaire, chevalier de la Légion d'honneur. En 1932, chef du poste de Tougan, à une époque où on confiait peu de responsabilités aux Africains. Ensuite, à partir de 1943, attaché au service d'ethnologie de l'Institut français d'Afrique noire en Guinée, au Soudan, au Sénégal. Depuis 1960, directeur de l'Institut des sciences humaines du Mali, et depuis 1962, ambassadeur du Mali et membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Les différentes facettes de votre personnalité sont difficiles à cerner. Vous êtes en même temps administrateur, essayiste, ethnologue, poète dans votre langue qui est la langue peul. Lors d'une séance célèbre du conseil exécutif de l'UNESCO, vous nous avez dit « En Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui flambe. » Ce fut pour nous tous une révélation. Cette phrase est répétée partout, on la lit, on la cite. Et cette notion de la tradition orale qui était exprimée d'une façon aussi saisissante par cette formule pourrait ce soir, si vous voulez bien, être le point de départ de notre conversation. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés, mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages, et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, est-ce que papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai? Donc il ne voit
que par sa mère, durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école, parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. Si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septénaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est séparant de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit mais quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, on dit attendez les 42 ans. Et maintenant, lorsqu'il a atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende. C'est qu'en 21 ans, il a pris dans sa jeunesse, il a mûri dans son âge d'homme, il faut qu'il le rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors à partir de 63 ans, chez le Peul, on dit il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner lui parce qu'il peut bénéficier de la vie. Mais il est considéré comme terminé à 63 ans. Et lorsqu'il a 21 ans, il y a la circoncision qui se présente. Et alors, la circoncision consiste à quitter le domaine de l'enfance, le domaine inférieur, pour entrer dans le domaine médian. Et alors, la circoncision comporte des cérémonies. Il y a la nuit de la veillée, de la circoncision. Et alors cette nuit est une nuit où on organise des danses. Alors tous les parents viennent de partout, on envoie des apports, tous les griots viennent et on passe toute la nuit à chanter. Et alors la tante est généralement celle qui mène ou l'oncle. Ce sont ceux-là qui sont intéressés dans cette chose, parce que c'est dans la circoncision, parce que ce sont eux qui sont les vrais responsables de l'enfant. Et alors dans cette chose, on fait la généalogie, on chante. Et alors, par exemple, on dit Hulali, hulali, miye, nima. Hulali, django, miye, nima. Dogali, dogali, miye, nima. Dogali, django, miye, nima. Je m'excuse, je n'ai pas une bonne voix. Bon, et alors, ça veut dire, si tu n'as pas peur, demain je te ferai un cadeau. Si tu n'as pas eu peur du fer, du couteau du forgeron, demain je te ferai, parce que c'est le forgeron qui circoncis. Si tu n'as pas peur du couteau du forgeron, demain je te ferai un cadeau, et tu ressembleras à ton grand-père qui n'a pas eu peur de la lance de tel jour. Alors là, on cite les guerres, alors c'est toute l'épopée qui se mêle. Et alors, le lendemain matin, de très bonne heure, les enfants vont sous l'arbre de la circoncision, ils campent là, et alors on les met par ordre de caste. Il y a les nobles d'abord, il y a les castés,
et puis il y a les captifs. Parce qu'il y a 3 clans. Les nobles, les hommes de caste et les captifs. Et alors, parmi les nobles, on regarde le plus noble, celui qui doit être le premier circoncis. Alors, on l'appelle le général du groupe. Alors, on regarde celui qui est de la caste la moins élevée, la plus en arrière. Il devient la fermeture de la circoncision. Et cette situation est très pénible, parce que quand les circoncis ont fini de manger, ils viennent tous essuyer. C'est la chevelure du dernier circoncis qui leur sert de serviette. C'est là où ils viennent essuyer leurs mains. Et lui, il est le souffre-douleur de tout le monde. Bon, et alors il est chargé de toutes les corvées pénibles. Mais cela lui donne le droit d'être le mieux initié. C'est pour se rattraper. Et alors ainsi, dans la vie, il devient peut-être le plus initié de tous. Et alors, parmi les chants des jeunes gens, il y a des chants qui on peut dire des chants qui tiennent liés de gymnastique. Par exemple, la danse de Diréré, c'est une danse des captifs peuls, mais que de nobles peuvent danser. Mais alors, c'est vraiment de la gymnastique. Et alors, chez Sam, par exemple, c'est très rythmé. Par exemple, on dit Samba jo aulan ledina, sa hulata ripula ungara, e samba jo aulan ledina, hulata ko ulan ledina. Alors lui, il se met à ce temps-là à marteler. Parce que dans la musique africaine initiatique, c'est le danseur qui guide la musique. C'est lui qui règle la musique, selon qu'il est actif ou qu'il est fatigué, qu'il est passif, et la musique le suit. C'est pourquoi la musique africaine cesse sans transition. Ça dépend de la résistance du danseur. S'il est fatigué, au moment où s'il est fatigué brusquement, la musique s'arrête en tant qu'avec lui. Ça ne fait pas une suite comme ça. Et alors ces poèmes, ça veut dire Samba jo aulan ledina, sa hulata ripula ungara, yimno be garande fumbi, Samba jo takula lediko, mi haurali e mabe halapai, Samba jo kula ledika, ulukori pori anawara. Alors tout le monde répond Samba jo aulan ledina, hulata kori pula ungara. Elle dit le premier fils de son père, as-tu peur de la terre? Si tu n'as pas peur de la terre, saute et danse, donne 2 coups de pied à la terre et que je vois tes talons soulever la poussière. Elle dit, une telle m'a dit que tu as peur. Alors on nomme une jeune fille pour laquelle le type peut avoir du béguin. Elle lui dit, une telle m'a dit que tu as peur. Alors lui il répond, je n'ai pas peur pourvu que le battement de vos mains soit en cadence. Alors, tenez la cadence, me voilà venir. Alors là, il commence. Et alors, les chants sont faits. Il n'y a pas solfège comme chez vous, mais il y a des onomatopées. Des onomatopées qui donnent les airs. Et alors, tous les groupes répètent l'onomatopée. Alors, le poète entre, et puis immédiatement, comme tout est improvisé, alors il improvise en suivant le rythme que les autres tiennent. Par exemple, si on lui dit, mais sur quel rythme veux-tu danser? Il dit, je vais danser sur le rythme de Sambadio. Alors là, il chante ce que je viens de dire. Mais s'il dit, je vais danser sur le rythme de Tari, alors là, tout le monde se met tarindi tarindin din tindaritam tarindi tarindin din tindaritam tandaranda tandandara tandaranda tandandara. Alors tout le monde, vous voyez, 300 personnes comme ça, tarindi tari. Alors ça fait vraiment une musique qui est faite de bouche. Et alors il enchaîne, le poète enchaîne là-dedans. Bailel jabate bailel sambalana
Tarindi tarindindi midoima tarindi tarindindi sapoeta ton fatuma be iyo nyale o samba iyo tarindi tarindindi darita. Alors c'est la réplique. Ou bien les autres disent c'est ere. Alors là il dit ere de ere nana ere nana injo ere nana sajode, qui ne veut absolument rien dire. C'est comme si on dit tra la 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 tra la 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 la. Mais ça permet au poète d'enchaîner. Quand il dit ere de ere nana inyo ere nana sajode, le poète dit Allah se kani mingindi yalla gindi se katagiye mayo. Alors ça c'est une parole. Alors il dit ere de qui ne veut rien dire. Alors lui il dit, c'est Dieu qui nous inspire. Et de cette inspiration, nous faisons des poésies qui sont si fortes et si élevées qu'elles creusent des fleuves et font des méandres. Allah se kani mingindi, yalla gindi se katagiyema yo sajode, et ainsi de suite. Alors vous en avez toute une gamme pour montrer comment les chansons sont conservées. Et alors les thèmes, évidemment, on ne peut pas demander à la tradition orale d'avoir un thème comme des archives, comme des livres écrits. Et alors, mais il y a des thèmes, il y a des étages, il y a des développements qu'on ne peut pas. Par exemple, si vous avez un conte à raconter, un conte initiatique, comme celui de Kaïdra, alors vous avez 11 points que vous ne pouvez pas négliger. Ça, il faut les respecter. Mais le développement, le paysage que vous mettez, ça dépend des gens auxquels vous parlez. Si, par exemple, vous êtes dans un pays de pasteurs, eh bien, vous parlez de pâturage, ça vous permet de parler des arbres et de montrer comment les trois voyageurs ont traversé des prairies. Et alors, vous en profitez pour montrer quelles sont les bonnes herbes et les mauvaises herbes, quelles sont celles qui sont d'utilité alimentaire ou d'utilité médicinale, d'utilité médicale. C'est une forme d'enseignement. Mais toujours par conte, par chant, par parole, rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Je peux dire ainsi, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple. Quand un homme d'un certain âge vient trouver l'initiateur et qu'il n'est pas de la race, c'est-à-dire il n'est pas de la tribu, ou bien c'est un pasteur qui veut être initié à la chasse. Alors il vient trouver le maître chasseur. Il lui dit, je viens te demander de m'ouvrir les yeux à la chasse. Alors le néophyte, le maître, lui dit, si tu veux que je t'enseigne, il faut cesser d'être toi pour être moi. Oublie-toi pour être moi. Sinon, si tu restes à être toi, nous serons, tout en étant face à face, nous serons aussi éloignés que le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que tu ramènes ce que je vais te dire en le comparant à ce que tu sais. Là, il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors là, c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors l'expression peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors si tu arrives à ces initiatives, tu commences à lui poser des questions, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, lui il s'était. Alors il te laisse. Et alors c'est le cas qui est arrivé à des ethnologues, mais je ne dirais pas à tous les ethnologues, parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Je vais citer un cas spécial
Un jeune ethnologue avait reçu la mission d'aller étudier les poulets sacrificiels de la circoncision. Parce que son professeur lui a dit ici, dans le rite de la circoncision, l'histoire de ces poulets n'a jamais été éclaircie, il faudrait qu'il aille. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on donne à ce jeune homme? On lui donne une bourse pour 6 mois. Donc, il a de l'argent pour 6 mois et le temps aussi pour 6 mois. Donc, il est limité et dans le temps et dans les finances. Il arrive en Afrique. Je parle de la première Afrique, ce n'est pas l'Afrique d'après 1936, c'est pas l'Afrique d'après... Parce qu'à partir de 1936, c'est tout autre. Mais la grande rupture a commencé en 1914. Alors je parle de l'ancienne Afrique. Il arrive, il va trouver le commandant de cercle, avec tous ses papiers. Et tout de suite, le commandant de cercle appelle l'interprète. Il lui dit, voilà, un jeune lettré de chez moi qui est venu, il veut demander des renseignements sur le poulet sacrificiel de la circoncision. Alors je tiens à ce qu'on vous lui donniez tous les renseignements nécessaires. Alors l'interprète dit, bien mon commandant, parce que les administrateurs, on les appelait mon commandant, bien mon commandant. Alors il sort, et lui aussi, l'interprète réunit les représentants des cantons. Et voilà, le commandant vient de me dire dans son bureau que ce monsieur que vous voyez, son frère, est venu pour demander des renseignements sur le poulet sacrificiel. Et alors le commandant tient à ce que vous lui disiez tout sur le poulet sacrificiel. Et le commandant tient absolument à ce qu'il soit bien traité. Alors s'il lui arrive la moindre des choses, le chef de canton aura affaire au commandant. C'est clair? Bien, vous voyez, monsieur l'interprète. Alors, le jeune homme s'en va en ville en attendant que le représentant du chef de canton aille chez le chef. Le représentant du chef de canton va chez le chef, lui dit, voilà, je viens de la part de l'interprète qui a reçu de la bouche du commandant que nous allons recevoir un Européen qui va s'occuper des questions sacrificielles. Bon, du poulet. Et alors il faut qu'on lui dise tout. Alors ces mots fait sursauter le chef de canton. Lui dire tout? Il dit, oui, mais il faut lui dire tout. Le commandant veut qu'on lui dise tout. Il dit, mais est-ce qu'on peut lui dire tout? Ah, il dit ça. Je dis, bon, le chef de canton réunit les notables. Il dit, voilà, nous avons un problème. Le commandant nous envoie un de ses frères pour nous interroger sur le poulet sacrificiel. Et alors, il faudrait que nous lui disions tout. Alors, le maître du couteau, c'est-à-dire celui qui est chargé, qui est le maître de l'ordre ou de l'initiation de choses, dit, mais comment voulez-vous qu'on lui dise tout? Est-ce qu'il est disposé à se faire circoncire? Alors on dit, on ne sait pas. On dit, s'il n'est pas disposé à se faire circoncire, on ne peut pas lui dire tout puisque c'est une initiation. On lui dit, écoutez, quand la force vous coupe la main, il ne faut pas avoir honte de l'exhiber. Donc trouvez une manière. Je dis, d'accord, on va trouver la manière. Alors le jeune ethnologue arrive, on réunit des gens astucieux qu'on habille en vénérables, alors que ce sont peut-être les plus voyous de la ville. Alors ils arrivent là, très sérieux, ils arrivent là, il y a Ali, Bilali, Mamadou, Samba, sont là. On a dit, voilà les informateurs. Alors le jeune Européen, sa table, ses crayons, il sort tout, il commence, voilà. Je viens vous demander des renseignements sur le poulet sacrificiel au moment de la circoncision. Je demande, est-ce que ce poulet est immolé avant, pendant ou après l'opération? Ça, je voudrais avoir ce point d'abord. Puis alors après, je passerai aux autres questions. L'interprète dit, voilà, le blanc a dit qu'il voudrait avoir des renseignements sur le poulet sacrificiel. Alors,
est-ce qu'on l'immole avant, pendant ou après? Alors, il s'adresse à Ali, par exemple, qui est le doyen. Alors, Ali s'adresse à Mamadou. Mamadou, l'interprète a dit que le blanc a dit qu'il est venu pour s'informer sur le poulet sacrificiel. On le tue avant, pendant ou après l'opération? Il dit, ah, bon. Et Bilali, Mamadou a dit que Ali a dit, que l'interprète a dit, Samba a dit, et le blanc a dit que le poulet sacrificiel, comment? Est-ce qu'il c'est pendant, avant ou après? Ah, oui. Et Daouda, Ali a dit, Samba a dit, Mamadou. Alors, évidemment, le jeune européen qui n'a que 6 mois, et puis limité dans le temps et dans les finances, vous voyez là sa position. Pour une question comme ça, déjà, elle fait le tour de tout le monde. Alors, immédiatement, le jeune homme commence à s'impatienter. Parce que, alors il est contrarié. Et or, nous avons constaté que quand l'Européen est content ou mécontent, il devient rouge. Alors, le sang lui monte. Alors, les autres disent, hey, attention, il est en train de devenir une braise. Et or, vous savez que nous sommes dans la brousse. S'il devient une braise, il va incendier tout. Alors, trouvez-lui ce qu'il demande, ça ne vous coûte rien. Alors, l'autre demande, mais ce n'est pas difficile la question que j'ai posée. C'est avant, pendant ou après, c'est oui ou non. On nous dit, ah oui. Le poulet, oui. Ah bon, vous voulez le poulet? Oui. Oh, il y a des fois où c'est avant. Aussi, pendant aussi. Et souvent, c'est après. Le type dit, mais... Alors donc, c'est facultatif. Ah oui, c'est facultatif, très facultatif. Il dit, mais donnez-moi un cas précis. Ah oui, un cas précis. Par exemple, il dit, est-ce qu'il y a un moment où on le tue? Oui, il y a un moment. Mais quel est ce moment-là? C'est le moment le plus propice. Alors, mais non, par exemple, est-ce que c'est le matin au lever du soleil? Ils ont trouvé ce que le type cherche. Parce qu'il l'épie pour savoir la question sur laquelle il revient le plus. Vous savez que c'est ça qui l'intéresse. Ah oui, c'est le matin, avant l'opération. Parce que là, il faudrait bien qu'il y ait analogie, parce que le soleil s'élève et rougit la nature. Alors, comme on va faire une opération, il faut que le sang du jeune homme coule. Alors, le sang du poulet, le sang du jeune homme, le sang que le soleil verse sur la nature, alors ça fait du rouge, c'est pourquoi il y a du sang. Alors, le jeune homme est content déjà, il a trouvé des choses, alors il écrit. Alors, il dit, et le poulet, comment est-il? Ah ben... Il est comme tous les poulets, du Samoro, de partout. Mais et sa tête, comment c'est dit? Ah, alors il voit tout ce que tu veux, une description. Il dit, oui, c'est un poulet qui doit avoir une crête. Mais pas une crête qui est droite comme ça, mais une crête qui est plate. Et puis s'il y a de petits points sur la crête, c'est encore mieux. Et parce que alors là, la crête dressée comme ça insulte le ciel. Alors on ne veut pas de ça. Alors il faut que la crête soit comme ça, et puis comme ça c'est bien. Le type écrit. Et alors on lui raconte, on invente des choses comme ça qu'on lui donne. Il remplit ses cahiers et puis il les répare. Bon, alors ce jeune homme vient et soutient sa thèse. Alors il cherche maintenant des justifications partout. Alors ça, il faut éviter ça. C'est ce qu'on appelle les formules pour mettre dans la paille. Ce que je viens de dire actuellement, il ne faudrait pas qu'on le généralise. Ça veut dire que tous les ethnologues n'ont pas été mis dans la paille. Et il y en a qui ont été une première fois, qui sont venus une première fois, on les a mis dans la paille, mais quand ils sont revenus plusieurs fois, les informateurs viennent leur dire, par exemple, ainsi je cite le cas de Griol. Bien, pendant plusieurs années, on lui a dit tout ce qu'on a voulu. Mais ce n'est que lorsqu'il leur a donné le barrage, qui se sont réunis, ils ont dit, vous voyez cet homme, l'homme qui vous donne l'eau, vous donne la vie. Alors donc, Griol c'est pas le curieux qui vient. Alors donc, il faut vraiment qu'il soit un de nôtres. Alors, ils lui ont dit, maintenant, on va vous dire toute la vérité. Alors, c'est ce qui est très étonnant, parce qu'on peut se demander, mais alors, qu'est-ce que vous me disiez depuis des années?
Je dis, mais si vous ne connaissez pas le mensonge, comment vous allez le différencier de la vérité? Alors, donc il faudrait apprendre le mensonge d'abord pour pouvoir affirmer et reconnaître la vérité. D'après ce que vous venez de nous dire, un des aspects les plus fascinants, c'est le contact avec la nature, les êtres immobiles et les intermobiles, les animaux par exemple. Parlez-nous, Excellence, du plus célèbre d'entre eux, du lion. On l'aime, on l'admire d'abord parce que c'est un grand, il a un port majestueux, il est comme un roi, et puis il est très sobre. Le lion peut rester 10 jours sans manger. Et il ne tue pas pour le plaisir de tuer, il tue pour manger. Alors le lion, donc, c'est l'animal extraordinaire. Et s'il est le premier à voir le chasseur ou le berger, ou même un simple voyageur, si le lion est le premier à voir la personne, et qu'il est sûr que la personne ne l'a pas vu, la personne ne le verra plus. Parce qu'il peut comment on dit en français, se tapir, se mettre à plat ventre là derrière une motte de terre et on peut passer à côté sans s'en apercevoir. Mais maintenant, si on le voit et qu'il sait qu'on l'a vu, là, il se redresse de toute sa taille pour voir à qui il a affaire. Si le type est armé, lui aussi il s'arme, comme on dit les chasseurs. Parce que quand il est au repos, son ventre, c'est une espèce d'outre et ça traîne presque à terre. Et alors, lorsqu'il prend une position de bataille, il remonte tout son ventre pour en faire une poitrine. Alors là, son ventre se creuse comme celui du lévrier. Et alors, il se met sur son arrière-train, puis alors il regarde. Alors, s'il voit que le type veut l'attaquer, alors il se remet sur ses 4 pattes, il passe la queue à travers ses pieds, il la sort du côté de sa bouche. Alors ça, c'est la position la plus terrible qu'on puisse voir du lion. Et surtout lorsqu'il vient de faire son déjeuner, avant de faire sa toilette, quand on le voit la tête remplie du sang, alors cette queue qui sort, alors on dit que le lion a fait pousser sa queue dans sa bouche. Alors ça veut dire qu'il y a bagarre inévitable. Bon, mais s'il voit que l'individu à qui il a affaire ne veut pas de la guerre, alors il ramène, il redresse sa queue, il redescend son ventre, et puis il passe dans la brousse, tout tranquillement. Et si le lion est en train de pourchasser un gibier, et qu'il voit un chasseur en train de pourchasser le même gibier, généralement, le lion se retient. Mais il ne faut pas que le chasseur rate le gibier. Parce que si le chasseur rate le gibier, il l'attaque. Il attaque le chasseur. Et maintenant, si le chasseur tue le gibier, s'il connaît l'habitude du lion, il coupera et laissera une partie pour le lion. Il s'en ira. Dès qu'il est parti, le lion viendra prendre. Parce que lui-même, si il poursuit un gibier et qu'un chasseur, poursuivant le même gibier, le voit faire et se retient, généralement quand le lion, lui, rate pas. C'est très difficile qu'il rate. Bon, parce qu'il peut faire de bonds de 8 mètres. Bon, alors, il bondit sur la bête, il l'abat, il lui tranche la gorge, et il boit le sang, il laisse tout le reste. Il s'en va. Jusqu'à ce que l'autre arrive et prenne ce qu'il a à prendre, alors il reviendra. On a constaté cet état jusqu'au moment où on s'est mis à lui faire de grandes chasses. Autrement, voilà comment le lion était. Et par exemple, il est tellement noble que s'il vole, il devient peu brave. C'est-à-dire qu'il vient la nuit comme ça, il vole un cabri ou bien un veau. Alors il sort. Dès que le berger sort, mais il faut qu'il sorte avec un bâton et non pas avec l'arme. Alors, quand le lion est en train de manger ou bien en train de traîner la bête, sa prise,
le berger pousse le cri. De Wan, Wan, Wan. Alors le lion lâche. Et il va se mettre à 4 ou 5 mètres pour regarder. Alors si le berger sait qu'il n'est pas assez fort pour prendre la bête, il doit s'asseoir dessus, puis faire face au lion. Et puis n'est pas. Alors là, le lion se met à battre ce que nous appelons son tam-tam. Alors là, il se met à ruser, et puis en grattant de la terre, pour voir si le type est vraiment le maître de la bête. Alors si le type ne bouge pas et reste, alors le lion, lui, il rentre et il retourne. Mais si le type a peur et qu'il essaye de se sauver, alors le lion, les pères disent, le lion vous poursuit en disant, tu es voleur comme moi, pourquoi tu cours ici? Et la lionne est encore... Et alors la lionne, c'est autre chose. Quelqu'un qui connaît la coutume du lion, si vous voyez un couple, si vous voulez tuer, il faut tuer la femelle. Parce que parfois, le mâle peut se sauver. Mais la femelle ne se sauvera jamais quand vous tuez le mâle. Non seulement, s'il ne réussit pas à attaquer celui qui a tué son mâle, si elle ne réussit pas à attaquer et à le tuer, elle assiège le village le plus proche. Et tant qu'elle vivra, il faut qu'elle venge son mari. Maintenant, Excellence, on s'est arrêté à l'âge d'enfance, à l'âge mûr, on arrive à la vieillesse et à la fin, et à la mort. Oui, et alors, la vieillesse, en entrant dans la vieillesse, on fait sa mue, exactement comme le serpent. On change de peau, parce qu'il faut changer 3 fois de peau. On change de peau de l'enfance pour entrer dans la jeunesse, de la jeunesse dans l'âge mûr, de l'âge mûr dans la vieillesse. Et cet âge est appelé en même temps gain et perte. Ce que vous gagnez en expérience, vous le perdez en force physique. Et si vous tournez là, le vieillard tourne la pente, on dit qu'il va toujours vers la mort. Donc, c'est la diminution. C'est pourquoi on dit que les idées qui ne sont que dans la tête des vieillards est une idée morte. Donc, il faudrait la s'aimer dans la tête des jeunes. Et c'est pourquoi la tradition africaine s'occupe beaucoup de ces jeunes. Sans lui donner tous les droits, mais il met à sa disposition tous les moyens. On lui demande la patience, parce qu'on dit que la force la plus colossale, c'est la patience et l'humilité. Voilà la grande force. Et le plus grand bonheur que nous avons, c'est l'oubli et le sommeil. Le plus grand bonheur qu'on a donné à l'homme, c'est l'oubli et le sommeil. Parce que s'il n'oubliait pas, il serait tellement méchant que chaque jour il tuerait. Alors, s'il ne dormait pas, il ne pourrait pas réparer ses forces. Donc voilà le grand bonheur. Et on considère ça aussi en parlant dans l'âge, c'est dans l'âge mûr, c'est dans la vieillesse que le vieux parle des femmes. Parce que les questions des femmes est une question en Afrique. La femme n'est pas publique. La femme n'est pas publique. C'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Alors on dit, et ces forces ont des portes d'introduction. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pourquoi on appelle c'est notre tête. Parce que c'est là la supériorité. Et quand vous coupez le cou, l'individu est mort. Vous pouvez couper le bras, vous pouvez ouvrir le ventre, mais le jour où vous coupez le cou, c'est fini. Alors c'est pourquoi on appelle la nécessité d'avoir une tête. Parce que c'est là-dedans où on a ces sens les plus nécessaires. Les moyens d'introduction et d'extériorisation aussi. Tout est dans la tête. Et alors on a les 2 exutoires naturels qui portés au 7 font 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire elle cesse d'être
une femme, elle devient une mère. Parce qu'on dit que la femme est une chose, la mère en est une autre. Alors, mais le privilège de la mère, c'est d'être femme et mère. Alors donc la force de la femme se trouve dans la mère parce que lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Alors il a ainsi 11 forces. Il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles. Alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse. Il y a le souci qui anéantit le sommeil. Il y a la mort qui anéantit le souci. Et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs, on ne dit pas mort, on dit changement de domicile. Parce qu'on est censé continuer à vivre dans une éternité. Pour la mort, on dit ce que le défunt avait fait. Ses exploits, les largesses, sa bonté. C'est la famille qui chante les louanges? Non, tout le monde. La famille peut chanter. La famille peut, mais rarement la famille, parce qu'en Afrique, il est très mal vu de parler de soi. Et c'est pourquoi nous avons des griots qui viennent parler de vous. Il y a par exemple des pleureuses qui sont des pleureuses professionnelles. Or, ils pleurent à l'occasion quand un vieillard d'un grand âge meurt. Alors, deux fois le funérail dure des jours et des jours et des jours et des jours. Et il y a une nuit, il y a une semaine là-dedans où on passe toute la semaine, toute la nuit, de coucher au lever du soleil. Et alors, voyez-vous, c'est là où on fait toutes les généalogies. Alors, chaque occasion est une occasion de donner la généalogie parce que c'est ça qui nous sert de registre d'état civil. Alors, on vous dit, vous êtes fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Par exemple, je prends le cas d'El Hadj Omar. On veut dire, quand El Hadj Omar, alors on dit, Oumar Seydou. Oumar est fils de Seydou. Alors on dit, Oumar Seydou, Antoumana, Koumou, Koudejo, Sadiga, Sangre, Bodeval, Oubokun, Yassin, Yaba, Dede, Mani, Annabi, Heller, Bouitori. Vous voyez, tout ça, ce sont ses grands-pères. Et alors après, on reprend la lignée en disant, ton père Seydou est le frère d'un tel qui a eu un tel comme enfant, un tel comme enfant, un tel comme enfant. Tel enfant de ton père a été tué dans telle bataille. Il est enterré à tel endroit. Alors le généalogiste vous dit où vous devez vous marier et quelles sont vos mésalliances. Alors il y a ces griots qui sont les généalogistes. Et il y a de cela une chose extraordinaire. Le gouverneur Engoulevent avait un commis expéditionnaire griot. Ce commis expéditionnaire partait chaque samedi. Il ne venait pas au bureau, il allait faire le griot. Et alors son chef de bureau l'a fait révoquer pour inexactitude dans le service, on l'a révoqué. Et alors, lui, comme il est griot, il est allé demander des renseignements sur la généalogie et sur la biographie du gouverneur général Van Vollenhoven, le gouverneur général Engoulevent. Alors, il a attendu un jour où on est allé à la course à Rufisque. C'était la seule course qui existait pour tout le Sénégal. C'est-à-dire que tout le monde venait là. Alors, c'est un grand monde. C'est comme le Longchamp ici, de là-bas. Et alors, à la mi-temps, et voilà le jeune griot qui sort, habillé en griot. Vous savez, il vient là, il se présente à la tribune. Il dit « Engoulevent !» Alors, pour un Africain à l'époque, se permettre d'interpeller comme ça le gouverneur général, alors tout le monde était là, comme ça, saisi. Qu'est-ce que c'est? Engoulevent, gouverneur général de l'Afrique occidentale française et gouverneur général de l'Afrique équatoriale française.
Roum et Ponty ont fondé le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, mais ils n'ont pas réuni les deux commandements. Engoulevent, tu as été le lauréat de ta promotion, sorti diplômé de telle école, telle école, telle école. Eh bien, je vous assure, Engoulevent ne savait pas où se mettre. Engoulevent était pris sous la magie du verbe. Il se lève, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Il dit, je suis un pauvre griot de fils en père. Ben, contrairement aux habitudes de mes parents, j'ai été à l'école. On m'a instruit dans la langue française. On m'a donné le métier de commis expéditionnaire. Eh bien, parce que j'ai voulu suivre ma tradition, on m'a révoqué. Je viens te demander réparation. Le gouverneur général dit, allez, tais-toi, mon fils, viens me voir. Il arrive, il le remet dans le cadre. Il affecte à son bureau comme téléphoniste. Et alors, quand on prend le téléphone, on dit, allô? Alors lui, il répond, allô? On dit, qui est à l'appareil? Il dit, ici, Matabara Samba Ali Ndiaye, téléphoniste du gouverneur général, révoqué et repris. Je voudrais que vous nous disiez quelque chose sur la race à laquelle vous appartenez, d'une part, et d'autre part, s'il y a parmi les personnages légendaires ou parmi les personnages historiques de votre race, des types, des personnages qu'on puisse citer et qui sont exemplaires. Évidemment, il y a d'abord l'origine de Peul est perdue dans l'obscurité des temps. Et tous les ethnologues, comme tous ceux qui se sont occupés de Peul, bien, je ne crois pas qu'on soit arrivé vraiment à la véritable de trouver l'origine réelle de Peul. Et je me demande s'ils ne sont pas un métissage de toutes les races blanches qui se sont trouvées à un moment donné dans le bassin de la Méditerranée. Pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. À part ça, on nous a fait descendre même des Gaulois. On nous a dit que nous étions des Arabes. Et une fois, il y en a, depuis la conversion des Peul à l'islam, il y a une généalogie qui nous fait vraiment des cousins de Mahomet. Alors moi, je ne suis pas fâché qu'on me fasse cousin de Mahomet, mais enfin, je trouve ça un peu fort. L'opinion veut que nous soyons très rusés, très malins, très caméléons, sans que ce soit de l'hypocrisie. On ne sait pas ce que pensait un Peul. On dit le Peul ferme les yeux, mais il ne dort pas. Et alors, eux aussi, et on dit, par exemple, les Bambara disent, si vous voyez l'état du Peul, ne croyez pas que sa maigreur est si vous voyez le Peul, vous le croyez malade. Mais non, sa maigreur, c'est son état, ce n'est pas par maladie. Et les autres ajoutent, surtout les tirailleurs Bambara qui ont appris à parler français, là ils ont fait un français à leur manière, un français tout à fait piquant. Ils disent, Peul, oh, toujours malade, jamais mourir. Un jour, dans la mosquée, l'imam, le chef annonce la mort d'un noble Peul qui s'appelle Tchabadjo Dioro Yalalbe. Il dit, mes amis, je vous annonce aujourd'hui avec beaucoup de tristesse dans le cœur que Dieu a rappelé à lui le prince Tchabadjo Dioro Yalalbe. Alors tout le monde dit, quelle catastrophe, oh, quel malheur, quel malheur. Quand tout le monde s'étue, Ibrahim Khalilou se lève et dit, Cheikh Amadou, il dit, j'ai quelque chose à dire. Il dit, Dieu a tué quelqu'un qui le surpasse en 3 choses. Alors vous voyez, en pays musulman, dire qu'il y a quelqu'un qui dépasse Dieu en 3 choses, alors on dit, ben, ça c'est un anathème. On défère Ibrahim Khalilou devant le tribunal. Alors les marabouts, bigots, qui n'acceptent pas du tout qu'on parle de Dieu qu'avec beaucoup de respect, et puis surtout, c'est pas traiter Dieu comme un camarade ou comme n'importe qui, comme ça. Alors, on dit, les marabouts prononcent la confiscation totale des biens d'Ibrahim Khalilou. Alors on est allé ramasser tout ce qu'il y avait dans la maison d'Ibrahim Khalilou et lui laisser rien que son parterre, comme on dit. Mais évidemment, il y avait un puits dans la maison d'Ibrahim Khalilou. Ce puits était le meilleur puits de Hamdallah, aussi bien par son débit que par
par ces eaux très claires, limpides, une eau fraîche, toujours fraîche et très légère. Et tous les notables buvaient le puits de Brahma Khalilou. Ce qui fait que vraiment c'est le puits où chacun vient s'asseoir pour attendre son tour, tellement il est aimé. Et alors, Brahma Khalilou, quand on lui a ramassé toute sa fortune, il s'est trouvé absolument sans rien. Quelques jours après, il va trouver le roi, Cheikh Amadou. Il lui dit, Cheikh Amadou, je viens te demander un renseignement. Il dit, j'ai été condamné à la confiscation de tous mes biens. Tous mes biens ont été ramassés. Ce qui reste maintenant, les murs de mes maisons et puis le parterre, le sable, ce qui se trouve là-bas, le tas d'immondices qu'on a oublié de faire sortir, qui est là-bas, et puis le puits, et puis au moins ça, c'est pour moi. C'est pour moi ou c'est comme de dire ça, c'est pour toi. Du moment qu'on ne l'a pas ramassé, c'est que c'est ton bien. Il dit donc, je peux en faire usage selon mon bon plaisir. Mais bien sûr, puisque c'est à toi. Il dit, bon, de mon puits, je vais en faire un vater. Du comme le puits que tout le monde, où tout le monde vient puiser de l'eau, tu vas en faire un vater. Il dit, puisque c'est à moi. Ou bien vous allez vous dédire encore, une fois de plus. Alors, on dit, eh bien, Brahma Khalil, ça, c'est très fort. Ce puits n'est pas à toi tout seul, mais c'est pour la communauté. Il dit donc, j'ai une part là-dedans. Il dit ben, donnez-moi ma part, je vais en faire un vater. Puis moi, je ferai ça d'un côté ou vous boirez de l'autre. Alors, ils se sont tournés vers le noble, on dit, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il n'y a rien à faire avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, ah, écoutez, faites cotisation pour lui restituer son bien. Alors, on a fait une cotisation, on lui a restitué. Et oui, une ville de près de 100 000 habitants, hein, cotisé, chacun donnant la valeur de 10 ou 15 francs, c'est ce que ça fait. Il est devenu peut-être 5 ou 6 fois plus riche qu'il ne l'était. Ce sont des histoires très, très jolies, très belles, très édifiantes. Y a-t-il le moyen de pouvoir imaginer la reconstruction d'une histoire de l'Afrique, cette tradition historique, à travers la tradition orale? Y a-t-il la possibilité de retrouver, à travers une récolte, la tradition orale de cette histoire prestigieuse du continent? On dit chez nous que lorsque vous amenez votre jus de fruits au marché, ne le vantez pas, faites-le goûter. Alors c'est la langue qui plaidera pour votre marchandise. Ça veut dire que pour la réponse à votre question, je ne dirais pas oui, mais je dirais seulement j'ai fait un livre en partant de traditions orales. C'est l'Empire Peul du Massina, dont le premier tome a apparu et le deuxième tome est en sentier. Et d'autre part, l'histoire vraie de l'Afrique ne peut être faite qu'à partir de la tradition orale. Parce que tant au point de vue généalogie, au point de vue coutume réelle, ce n'est que la tradition orale, puisque nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas de... Tout est oral, c'est dans l'oralité. Alors donc, on peut recueillir cela, et d'autant plus actuellement, on peut le faire qu'on a des moyens. Il y a la radio, il y a le film, il y a le cinéma, on peut enregistrer, il y a des bandes magnétiques. Alors ça constitue, c'est la période qu'il faudrait, c'est la période la plus propice pour récolter. Et sans se soucier si c'est vrai ou non, mais faire d'abord la récolte, la moisson, exactement comme celui qui va chercher des fruits dans la brousse. Il ramasse tout, alors après il mettra les cerises avec les cerises, il mettra chaque fruit avec son espèce. Et ça veut dire que actuellement il faudrait qu'il y ait des équipes qui partiront avec des magnétophones, bien avec des films, pour filmer les choses sur place et écouter les traditionalistes. Parce que les derniers vont disparaître dans 25 ans. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'UNESCO que j'ai été très ému de voir le monde entier s'accorder sur une chose, le sauvetage des monuments du Nubie. Ça a été vraiment une œuvre mondiale où tout le monde s'est mis d'accord. Mais à côté de ces monuments, il y a d'autres monuments qui sont plus périssables. C'est toute la tradition orale qui est dans le cerveau des hommes, et ces hommes sont mortels. Tandis qu'à côté des monuments du Nubie qui auraient pu encore rester 60 ans dans l'eau,
eh bien nous, d'ici 60 ans, avec tout l'or du monde, on ne pourrait pas reconstituer. Alors actuellement, avec peu de moyens, on peut sauver ce qui peut être sauvé. Et si on ne le fait pas, on nous fera plus tard une histoire de l'Afrique vue de l'Europe et non pas une histoire de l'Afrique vue par l'Afrique. On nous fera une histoire de l'Afrique, mais on ne fera pas l'histoire de l'Afrique parce qu'on aura parlé à notre place et ce n'est pas nous qui avons parlé. Et or, on dit que quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place. Excellence, vous nous avez dit que tout en Afrique est enseignement. Mais d'après le ton que vous avez utilisé pour nous parler ce soir, c'est une pédagogie qui ne semble pas toujours axée sur la gravité, comme en Occident. Toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors il faut rire parce que le rire est un remède. C'est savoir rire et faire rire. Riez, faites rire sainement, car toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors l'Afrique rit, l'Afrique a de la foi.